Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Je suis Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu, le quotidien en ligne de référence pour les professionnels du cadre de vie. Je suis ravie de vous accueillir ce matin et de vous retrouver à l'occasion de cette table ronde Export de l'architecture française, les conditions de la réussite à l'international, proposée par le ministère de la Culture. Quelle est la place de l'architecture française aujourd'hui sur le marché international? Comment est-elle valorisée et comment la faire grandir? Quels sont les enjeux et les défis auxquels les agences doivent faire face pour s'exporter? Quels sont leurs atouts? Comment se préparer à l'export? Toutes ces questions, nous les évoquerons avec un plateau de choix. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés Corinne Langlois. Vous êtes sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie au ministère de la Culture. Nous avons également Madeleine Houbard. Est-ce qu'il faut vous présenter? Vous êtes la secrétaire générale de l'AFEX, l'Association des architectes français à l'export. Julien Couchouron, bonjour monsieur. Vous êtes chef de service chez Business France. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous deux architectes. Valentino Pagani, architecte chez ATTA, Atelier Tsuyoshi Tain Architects. Et monsieur Pieszazik, vous êtes architecte Brice Pieszazik chez Enya. Bonjour à vous tous. Je vous en prie, vous avez le droit de vous asseoir, hein, ne restez pas debout, ce serait quand même dommage. Vous avez des petits sièges, vous serez quand même plus à l'aise pour nous écouter. Peut-être pour commencer, nous allons parler de l'enjeu de la valorisation et la diversité des savoir-faire et des talents de la filière. Avec vous, Corinne, Madame Langlois, pouvez-vous nous donner peut-être le contexte général de la politique de la France en matière d'export de la culture et de l'architecture en particulier? Oui, bonjour à toutes et à tous. L'exportation de toutes les disciplines culturelles et de toutes les formes culturelles, c'est vraiment un axe important pour le ministère de la Culture. On pense toujours aux artistes, évidemment, et on pense moins à l'architecture. Et l'architecture, en fait, quand on l'exporte, on n'exporte pas uniquement du BTP, évidemment aussi, hein, mais on exporte aussi une manière de penser l'architecture à la française, avec une façon de faire, avec une culture, en fait, parce que le bâti, c'est une culture. Et c'est ça, finalement, qui permet de donner une image de la France à l'international et une image qui n'est pas monolithique, c'est pas toujours la même chose, mais c'est les diverses expressions de l'architecture française. Et pour ça, finalement, déjà pour exporter, il y a un acteur ministériel absolument indispensable. C'est le ministère des Affaires étrangères. Hein, ça se passe quand même dans un ensemble de relations diplomatiques. On travaille aussi avec le ministère de la Transition écologique pour l'inscrire finalement dans une politique globale qui va avoir plusieurs aspects. Un aspect qui tient plutôt de l'influence culturelle. Et là, c'est tout ce qui est échange universitaire, par exemple, envoyer des étudiants à l'étranger, recevoir des étudiants étrangers, travailler en réseau de recherche internationaux. C'est aussi la Biennale de l'architecture qui ouvrira en mai cette année. Et ça, on travaille là-dessus à la fois avec les écoles d'architecture, mais aussi avec l'Institut français, qui est un acteur commun aux deux ministères. On a un deuxième pan qui est tout sauf neutre. On a une façon on a une relation particulière en France entre la maîtrise d'ouvrage, la commande, les élus et la production architecturale. Ça, c'est tout l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage, notamment publiques, qui fait aussi l'objet d'exportation dans des coopérations. Et là, on fait appel notamment à notre mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui est réputée pour savoir accompagner les maîtrises d'ouvrage publiques à l'export. On pointe aussi des expertises particulières, des gens qui ont des savoirs particuliers au sein des architectes,
On a eu, par exemple, je vois AREP qui est là. AREP, c'est faire des gares. Voilà. Donc, ça, c'est un moteur. Alors, je crois que vous avez une mission un peu, donc on appelle ça le Comarex. Est-ce que vous nous en dire quelques mots? J'allais y venir. Du coup, ces expertises spécialisées, c'est pareil, on les recense et en fonction de la demande d'un pays, on va pouvoir les exporter. Et puis, il y a effectivement l'accès au marché étranger de l'architecture avec un acteur fondamental qui est inscrit dans le temps maintenant, qui est la FEX, dont Madeleine est la représentante et la militante. Elle est partout. Moi, je ne sais pas comment elle fait. Elle non plus, donc tout va bien. Et cet ensemble, en fait partie d'un dispositif qui s'appelle le Comarex. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est un comité interministériel pour l'exportation de l'architecture française. Il va y avoir architecture et export. C'est ça. Mais Comarex, ça ne marche pas si mal, en fait. Donc, voilà, ça s'appelle le Comarex. Et on l'a relancé en 2020 et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est une dynamique. Peut-être juste, je vous coupe un tout petit peu parce que je crois que M. Coucheron doit partir un petit peu plus tôt. Peut-être, Madeleine, est-ce que vous pouvez nous donner une vision un petit peu globale de la place de la France aujourd'hui dans le monde? Comment ça se passe à l'export? Je crois que vous avez mené une étude en 2021, justement. Est-ce que la France, on est bien placé dans le rang des nations au niveau de l'export? On est très mobilisé. Est-ce qu'on est très bien placé? Ça serait un peu prétentieux de le dire. On peut dire que les architectes français s'intéressent à l'export et se sont ouverts à cette possibilité depuis déjà pas mal d'années. Et ils ont décidé de créer l'AFEX dans une dynamique complètement portée par l'État en interministériel, comme vient de le dire Corinne. Et c'est ça qui nous a créés d'une certaine façon, mais quand même à l'initiative des architectes. Et dès le départ, donc à la fin des années 90, les architectes étaient 50. Ils ont décidé de créer l'AFEX, cette association d'architectes. À l'époque, puisque vous me parlez de chiffres, et je pourrais revenir plus tard sur la place de la France vraiment, mais à l'époque, c'était 2% du chiffre d'affaires des architectes qui était constaté, ce qui était quand même très très peu, surtout que c'est dans un marché déprimé. Donc 2% de pas grand-chose, c'est vraiment très très peu. Et l'étude qu'on a faite en 2021, d'ailleurs dans le cadre du Comarex, financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, débouchait sur un chiffre de 4,2%, ce qui est un doublement de pas grand-chose, mais qui représente quand même une progression significative. Et on peut dire qu'on y travaille, mais qu'on est dans un concert des nations dans lequel nos compétiteurs anglo-saxons, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, sont très très bien placés. On y reviendra tout à l'heure, ouais. Mais d'autres également, comme nos collègues allemands qui sont sur le stand à côté ici, et comme un certain nombre de compétiteurs. Mais ceci dit, on a quand même notre petite musique assez efficace. Monsieur Coucheron, du coup, vous travaillez pour Business France, donc vous faites également partie du Comarex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe l'accompagnement justement de votre côté? Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Business France, effectivement, on intervient en complément des missions portées par le Comarex avec le ministère de la Culture et l'AFEX. Business France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Donc, en fait, on est placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On en parlait à l'instant. Business France, on a grosso modo 3 missions principales. La première mission, ça va être d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'international. La deuxième mission, dans le sens inverse, va être plutôt dans le sens inverse, d'attirer les investisseurs étrangers, les inciter à s'installer en France. On voit énormément d'agences régionales de développement ici sur le MIPIM, qui est vraiment la place pour attirer les investisseurs étrangers. Et puis la troisième mission, qui est une mission un petit peu plus à vocation institutionnelle, qui est de porter, de valoriser partout dans le monde l'image économique de la France. Donc
Aujourd'hui, Business France, c'est à peu près 1500 collaborateurs, dont les 2 tiers sont basés à l'étranger. Vous avez 55 pays, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. On est présent dans 55 pays, la plupart du temps dans les ambassades, ce qui nous donne une proximité naturelle avec les services économiques, avec les services culturels, avec les instituts français, pour justement essayer de faire rayonner la France au maximum dans ces pays-là. Donc 55 pays dans lesquels on est présent directement, et depuis ces 55 pays, une couverture globale d'à peu près 100-110 pays. Sur la partie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est l'export, nos 2 missions principales, ça va être informer et projeter. Alors, informer, comment on fait? Justement, via ce réseau de bureaux Business France à l'étranger, notre mission, c'est tout simplement d'observer un petit peu ce qui se passe sur les marchés, de nouer des relations avec les acteurs locaux, que ce soit les ministères, les autorités, les grands donneurs d'ordre privés et ou publics, pour identifier leurs besoins. Et une fois qu'on a identifié leurs besoins, notre objectif, c'est de plugger, de leur faire rencontrer justement l'offre française que l'on peut mettre en face de ces besoins. Donc, informer, comment on fait? On se réunit justement avec l'AFEX, avec le ministère de la Culture, pour essayer de ne pas trop se disperser non plus, parce qu'on sait que l'international, ça reste un challenge majeur pour l'architecture française et pour l'économie française en général. Donc la première étape, c'est de se mettre d'accord sur un nombre raisonnable de pays, de destinations prioritaires à l'international dans le secteur de l'architecture. Ensuite, on va produire de l'information marché pour justement faire connaître aux entreprises et aux architectes français quelles sont les opportunités, quels sont les projets d'envergure, quels sont les financements qui sont à la disposition de ces projets-là. Et une fois que tous les voyants sont au vert dans le pays ciblé, là, on va passer sur la projection des entreprises françaises, qui peut se faire par 2 moyens principaux. Le premier, ça va être l'organisation de pavillons France sur des salons internationaux majeurs, où on va fédérer un petit peu la présence française pour éviter que les entreprises soient disséminées aux 4 coins d'un salon face à nos concurrents, quels qu'ils soient. Donc on a ce rôle de fédérateur de l'économie française sur les pavillons France. J'en profite pour souligner vraiment la qualité elle est magnifique, ce du pavillon. stand France Architecture qui est particulièrement réussi. Et puis le deuxième outil que l'on va avoir si on n'a pas identifié le salon idéal à l'international, là on va monter un événement de toutes pièces, un séminaire d'affaires où l'objectif est de rencontrer justement, déjà de mieux découvrir plus en détail quels sont ces projets d'envergure, et puis de pouvoir permettre aux architectes français de rencontrer ces décideurs clés, des partenaires locaux, puisque travailler à l'export, ça se fait pas seul et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Mais justement, en France c'est et à l'avantage, c'est l'étranger. que vous avez ce point d'ancrage sur place qui permet aussi d'avoir une vision concrète du marché sur lequel pourraient s'implanter les architectes français. Complètement. En fait, notre rôle, c'est aussi d'identifier, au-delà des projets, quels sont les bons relais locaux. Et comment ça marche aussi. Comment ça marche, quelles sont les clés d'accès au pays, quelles sont les barrières à l'entrée, qu'elles soient douanières, qu'elles soient en termes de réglementation, qu'elles soient en termes de culture des affaires, puisqu'on ne fait pas du business de la même manière avec le Japon qu'avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est important aussi, c'est dans notre mission de donner un peu ces clés d'accès aux différents marchés à l'international. Et pour ça, évidemment, on s'appuie sur l'AFEX qui peut nous aider à mobiliser le plus grand nombre d'architectes possible. On a quelques exemples de réussite, je pense qu'on y reviendra par la suite. On parle énormément de certains pays au Moyen-Orient actuellement, notamment. Donc voilà Oui, un vous petit montez peu. des missions communes, ça on peut d'ores et déjà en parler, hein, parce que l'idée, je crois qu'il y en a une récemment en Arabie Saoudite, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Complètement, en fait, l'Arabie Saoudite, donc qui est un marché qui est resté pendant très longtemps assez fermé, mais qui depuis l'arrivée du prince Mohammed Ben Salman est en train petit à petit de s'ouvrir, essayer d'apporter un petit peu plus de transparence aussi dans leur manière de fonctionner. Ils ont vraiment pour ambition de s'ouvrir sur le monde et de concurrencer de plus en plus leurs voisins Dubaï, Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis. Donc pour ça, évidemment, ils se positionnent sur les compétitions internationales majeures,
le Dakar, les Jeux Olympiques d'hiver. Et ils ont sorti il n'y a pas très longtemps un plan France 2030, Vision 2030, je crois que c'est le nom exact, avec un certain nombre de giga-projets dont à mon avis on reparlera tout à l'heure. Donc nous, on a été convaincus de ces opportunités que pouvaient représenter ces projets pour les architectes français. L'AFEX, si je ne dis pas de bêtises, était convaincu également. Donc on a pingé ensemble l'Arabie Saoudite et ensuite on a décidé justement d'organiser conjointement une mission qui a eu lieu en novembre dernier, sur lesquelles on a accompagné justement des architectes et qui, des retours qu'on en a eu, a été plutôt une première séquence réussie et qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard... Une vingtaine d'agences d'ailleurs, pour donner une idée au public, c'était une vingtaine d'agences et pour rebondir sur ce que tu disais Julien, pas que des architectes, parce que dans l'AFEX, il faut quand même dire qu'il y a aussi d'autres représentants de la maîtrise d'œuvre, ainsi que des entreprises qui nous accompagnent. Et ça, c'est une bonne façon de répondre aux défis de l'international. Mais justement, Madeleine, ça me permet de faire une superbe transition. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un portrait type de l'agence à l'export? Qui exporte aujourd'hui? Comment ça marche? Parce qu'on a vraiment cette idée de cet architecte un petit peu plus que d'autres. Mais là, vous dites qu'il y a quand même 20 agences qui vous ont accompagné. C'est quoi le portrait type aujourd'hui? 20, c'est très compliqué de faire un portrait type. Disons qu'il y a des typologies d'architectes qui sont mieux placés que d'autres pour réussir à l'international. Je pense que ça n'est fermé à personne. C'est évidemment plus facile pour les architectes, mais ceux-là ne sont pas nationaux, ne sont pas français. Oui, ce sont des agences internationales finalement. Ce sont des agences internationales qui tournent autour de la planète et qui sont demandées parce qu'elles ont un Pritzker ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont françaises qu'on vient les chercher. Après, il y a les grosses agences généralistes qui ont beaucoup de références, qui est complètement capital à l'export, qui peuvent montrer à leurs clients étrangers qu'elles ont déjà fait ce dont ils ont besoin, même s'ils ne connaissent pas forcément très bien tous les contextes internationaux, puisque c'est impossible. Et même si Business France nous aide beaucoup dans ce domaine, on ne peut pas savoir tout sur tous les pays, quoi. Donc, il faut avoir des références. Ça, c'est quelque chose d'assez capital à comprendre. Donc, les grosses agences généralistes avec plein de références et également des réflexes économiques dont il faut parler. Le ministère de la Culture nous accompagne avec un observatoire de l'économie de l'architecture qui est complètement capital, y compris sur ces questions internationales. On en parlera d'ailleurs demain, hein, ça me permet de faire... Non, mais tout ça est complètement lié, quoi. Donc, je veux dire, ces grosses agences généralistes, elles savent aussi être dotées d'une comptabilité analytique qui leur permet de mesurer leurs risques, parce que l'export, c'est un risque qu'il faut savoir prendre et calculer pour éviter de se planter et de faire n'importe quoi, comme certaines agences l'ont fait dans le passé, notamment en Chine, par exemple, où il y avait des grues partout. Et quand ils voyaient des grues, les architectes pensaient qu'il y en aurait forcément une pour eux, et ils ont fait des choses gratuitement. Et là, c'est comme en psychanalyse... Ce qui est gratuit ne vaut rien. Ouais. Donc, voilà, une comptabilité analytique, c'est important. Et c'est vrai que les grosses agences ont ça et moins les plus petites. Bon, ça, c'est la première typologie. La deuxième typologie, c'est des agences pas forcément énormes, mais très spécialisées. Ça veut dire avec des choses qui peuvent produire, je ne sais pas, des stades, des hôpitaux, des équipements spécialisés. Compétences en typologie particulière. Et donc ça peut concerner des agences qui ne sont pas forcément énormes, mais qui ont cette possibilité pour leurs clients. Et puis, la dernière catégorie, c'est peut-être de jeunes architectes qui n'ont pas encore beaucoup de charges et qui peuvent s'exporter eux-mêmes pour aller faire une expérience sur des projets de taille et de type qu'ils n'auraient pas l'occasion d'avoir en France, quoi. Et donc, en gros, c'est ça les typologies. Et du coup, comment vous les accompagnez? On vient taper à la porte de l'AFEX et on dit, voilà, j'aimerais bien... partir à l'international. Vous montez des missions, comment ça se passe? Alors non, on monte des missions à l'international, à peu près 2 par an. Enfin là, on est très concentré sur l'Arabie Saoudite, comme on l'a dit avec Julien, mais la Chine a été pour nous pendant très longtemps une terre très très considérée. Ça l'est moins depuis plusieurs années parce que d'abord ils sont montés en compétences, qui nous ravit. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a moins besoin de nous et on pense que c'est bien parce que les architectes deviennent meilleurs. On n'est pas là pour prendre toute la place de tout le monde, quoi. Mais on diversifie les endroits où nous allons, quoi, à ce moment-là.
Et justement, peut-être avant de vous laisser filer, vous laisser quelques mots quand même. Qu'est-ce que vous auriez envie de... C'est la question que je poserai à la fin aux autres personnes qui sont là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui? Quels conseils vous pourrez leur apporter? Alors, pour moi, les principaux conseils pour faire de l'international, le premier conseil avant tout, c'est d'en avoir envie. Parce que l'international, c'est une aventure qui est passionnante, qui est difficile, parce que quand on démarre à l'international, il faut savoir par où je commence, par quel pays, puisque le monde est un vaste terrain de jeu. Donc par où je commence, comment, auprès de qui je peux m'entourer, que ce soit en termes de soutien pour identifier les bons interlocuteurs à l'international, pour obtenir des solutions de financement, pour limiter aussi le risque engagé à l'international. Et donc pour ça, on a aussi, alors c'est notre partenaire qui est BPI France, qui peut aussi accompagner les entreprises françaises sur les volets financement, qui sont complémentaires et compatibles avec les services proposés par Business France. Nous, on a besoin aussi de l'expertise, puisque notre véritable expertise s'arrête là où celle d'organisations comme l'AFEX commence. Donc on a besoin aussi de ces spécificités métiers. Évidemment, l'accompagnement de la filière architecture au sens large ne va pas se traiter de la même manière que la filière des énergies renouvelables, par hasard. Donc voilà, c'est avoir envie, c'est l'anglais. L'anglais. On ne le répétera pas assez. Je pense qu'on a rattrapé du retard sur ce vieux cliché que l'on traîne depuis Vive des les années. séries télé. Voilà, merci Netflix, entre autres. Je ne donnais pas de marque. Mais non, l'anglais, c'est vraiment la clé aujourd'hui pour réussir à l'international. Je trouve que depuis quelques années, on a rattrapé ce retard qu'on nous collait un petit peu derrière le dos sur les Français qui sont nuls en anglais. Et puis, voilà, globalement, c'est l'envie, l'anglais. Il y a un mot que vous m'avez dit quand même quand on a préparé cette conférence, c'était oser. Oui, évidemment, il faut oser parce que ça n'est pas l'international qui va toquer à votre porte. Il faut avoir cette démarche proactive. Il faut vraiment... c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au début, on ne sait pas forcément si on va s'y retrouver. Donc il faut être capable aussi d'accepter d'investir du temps et de l'argent pendant quelques mois, voire quelques années. Le retour sur investissement, il ne se fait peut-être pas en 1 mois ou en 6 mois. Mais en tout cas, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et voilà, nous, on est là aussi pour vous accompagner dans la durée sur vos projets à l'international. Merci beaucoup, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Je vous libère. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, je le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir 2 très belles agences avec nous aujourd'hui qui sont représentées et qui ont, on va le dire, un peu l'international dans leur ADN. Peut-être commencer par vous, Monsieur Pechazik, donc chez Enya Architectes. Peut-être nous présenter un peu votre agence aujourd'hui. Oui, c'est pas forcément l'objet de cette conférence, mais oui. En quelques mots. Nous sommes 3 associés, nous avons fondé l'agence il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que depuis le début de l'agence, en fait, quasiment dès la deuxième, troisième année, en fait, on a eu la chance d'avoir accès un petit peu par opportunité à une première commande à l'international. Et ça fait désormais partie de la culture de l'agence. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par... Donc, dès le départ, vous avez dit on va à l'international. Alors, dès le départ, parce que on avait le sentiment qu'on avait beaucoup de choses à apprendre au-delà de notre quotidien professionnel sur des territoires étrangers. Simplement pour remettre peut-être un petit peu quelques compteurs à zéro, comprendre d'autres problématiques, fabriquer une sorte d'agilité que quelquefois on a peut-être tendance un petit peu à perdre dans nos pays très organisés, très réglementés. En tout cas, on l'a ressenti comme un besoin. On a eu une première expérience. On a décidé de continuer. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien de l'agence d'aller prospecter à l'étranger. Alors, pas n'importe où, pas partout. Peut-être simplement aller prospecter dans des territoires sur lesquels on ressent qu'il y a un besoin de nous, où on a quelque chose à apporter. Donc il y a des territoires dans lesquels on ne va pas parce qu'en fait on se dit il y a plein d'architectes qui travaillent déjà très très bien, on n'a pas forcément grand chose à apporter. Et puis d'autres territoires où on a le sentiment qu'il se passe des choses à l'échelle de notre planète et sur lesquels on a peut-être une contribution à apporter compte tenu de notre culture spécifique et de notre culture française, la culture de l'espace public, la culture de l'environnement, de la ville durable. Donc c'est le cas notamment de l'Inde, qui est un territoire sur lequel on a commencé à travailler dès 2014. Et c'est aussi le cas du continent africain, sur lequel on travaille depuis, là pour le coup, 2007,
Voilà. On pourra revenir un peu en détail sur. Oui, sur ces mais alors différentes peut-être expériences. justement, quelles difficultés rencontrez-vous dans votre pratique internationale, j'allais dire, de votre pratique de l'export? Quels enseignements vous tirez de vos diverses expériences? Alors peut-être avant de parler des difficultés, je pense que ce qui est important, c'est de raconter ce que ça apporte. Bien sûr, mais vous le disiez tout à l'heure que ça a apporté à votre pratique, mais alors Voilà, ça apporte à détaillez-nous. notre pratique. De manière un peu plus spécifique, le fait de travailler à l'export nous a conduit à chercher à embaucher des gens de nationalité étrangère à l'agence. On a aujourd'hui une vingtaine de nationalités dans notre agence qui sont tous formés à la méthode de leur pays. Ce qui est déjà une première richesse, parce qu'on parle très souvent avec le ministère sur la manière d'envisager la formation de l'architecture. En ce moment, il y a des écoles qui sont en grève, etc., qui s'interrogent sur la nature de l'enseignement. On parle un petit peu du conflit entre les praticiens, les théoriciens. Est-ce que l'architecture est une discipline ou une science, etc. C'est extrêmement enrichissant pour un collectif d'architectes que nous sommes d'avoir des gens qui ont été formés dans diverses cultures et qui ont appris leur métier d'architecte assez universel, il faut être honnête, mais d'une manière très différente. Et ça nous pousse à fonctionner un petit peu différemment sur les projets qu'on réalise en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être la question de l'enjeu du développement durable et de bien comprendre que quand on parle de nos vieilles sociétés avec nos quelques millions d'habitants et quand on les compare à des sociétés de milliards de personnes sur lesquelles il y a une urbanisation galopante. Un chiffre pour l'Inde, c'est entre 30 et 40 millions d'urbains en plus par an. Donc en Inde, ils font construire tous les ans à peu près 20 fois Paris. C'est énorme. Voilà. Énorme. Voilà. Et l'enjeu de notre planète, il est là. Et on a le sentiment qu'on est capable d'apporter quelque chose à la lumière des erreurs que nous avons faites également en France ces 60 dernières années sur des méthodes à apporter. Voilà. Et donc ça, je dirais que on touche à l'essence et au plaisir intrinsèque de notre métier. Et je veux dire que c'est quelque chose qui est extrêmement revigorant. Je ne sais pas si on se lèverait le matin avec la même passion, si on n'avait pas cette activité à l'extérieur qui est extrêmement rafraîchissante dans notre pratique quotidienne. Ouais, Voilà, ça qui nous permet nourrit vraiment quotidiennement. d'entretenir notre agilité, de nous poser des questions nouvelles, de changer tout simplement de paradigme en fait dans notre métier. Voilà. Alors après c'est pas tout rose. L'Afrique, par exemple, j'en parlais avec un confrère et ami hier soir. On a construit 2 bâtiments livrés en Afrique. En 20 ans, on a fait 98 projets. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'on a coulé notre agence, on a réussi à se faire payer à peu près, etc. Mais ça demande une énergie, une opiniâtreté, une persévérance. Et du coup, oui, vous faites attention quand même. Il y a des choses que vous attendez d'être sûr d'être financé avant de vous lancer forcément Voilà. dans Alors, les travaux, quoi. On a fait plein d'erreurs il y a 20 ans, on avait 30 ans. Bien évidemment, une opportunité, un contrat, quelque chose qui arrive, on se lance dedans. Et en fait, passionné du projet comme nous sommes, on se lance et on lance toutes les équipes pour dessiner. Et puis on s'aperçoit que c'est à moitié foireux, que ça ne va pas sortir. Et puis voilà, avec le temps, on est un peu plus raisonnable. C'est qu'effectivement, on fait attention de ne pas travailler gratuitement. Ou quand on travaille gratuitement, c'est qu'on maîtrise le risque, on sait pourquoi, on sait ce qu'on risque de perdre et ce qu'on peut gagner. Et tout ça, comme le disait Madeleine, ça se regarde avec beaucoup de rationalité finalement. Et finalement, c'est aller à l'export, c'est pour l'apport aussi de toute cette nourriture architecturale que vous avez, mais c'est pas forcément dans une vision entrepreneuriale qu'il faut forcément l'envisager. C'est un peu contradictoire. C'est que si l'entreprise d'architecture n'est pas structurée, je pense que c'est très difficile d'aller exporter parce qu'il faut une certaine solidité, une sorte de rationalité de gestion pour pas faire n'importe quoi. En même temps, c'est souvent pour les agences d'architecture, Madeleine, tu me contrediras, mais tous nos confrères qui travaillent à l'étranger, on ne le fait pas pour des raisons entrepreneuriales au premier sens du terme, parce que je connais personne qui ait gagné de l'argent à l'étranger. Vous n'avez pas de micro, Madeleine. Attendez, je peux vous emprunter. Hop. Ah bah, si je fais tout tomber. Non, je dis ça n'enrichit pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lever, un doute absolu. On ne va pas à l'export pour s'enrichir, sinon on se trompe de cible. Voilà, donc c'est assez contradictoire. Financièrement, il faut absolument. avoir une approche entrepreneuriale pour limiter ses risques à l'étranger. En même temps, il ne faut pas le faire dans une logique entrepreneuriale. Voilà Mais d'ailleurs, vous aviez insisté pendant nos échanges sur l'importance de l'accompagnement, justement, qu'apporte notamment l'AFEX, Business France, Comarex, tout ça. Oui, alors ça, il ne faut pas y aller tout seul, quoi. Julien est parti, mais alors déjà... Enfin, nos ministères ont fait énormément de progrès en quelques années. C'est que le ministère de la Culture s'est emparé de cette question
en réinstituant le Comarex, qui existait il y a de lointaines années, mais qui avait un petit peu disparu. Donc le ministère l'a relancé. Business France, le ministère des Finances, a décidé de considérer l'architecture autrement que comme des produits de maquillage, de luxe et de parfum. Parce Oui, que c'est c'était ça. en On fait. vend pas des parpaings, quoi. On était dans le domaine sectoriel historiquement. L'architecture était dans le luxe. Dans le luxe et le savoir-vivre. Et la décoration. Et la décoration. Voilà, l'architecture était dans cette coquille du ministère. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on fait partie de l'écosystème ville durable. Oui, c'est beaucoup plus cohérent quand même. Ce qui est un grand changement. Et l'AFEX, enfin, dont je suis vice-président depuis un certain nombre d'années, qui fait un travail remarquable d'entraide entre architectes. Alors, C'est fou. Vous n'êtes pas concurrent en fait dans cette. C'est-à-dire le terrain de jeu, comme le disait Julien, est si large que les architectes comprennent qu'ils ont vraiment tout intérêt à y aller groupés. Et il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que l'AFEX est si pacifique, en fait, parce que tout le monde cède, et y compris entre les métiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre architectes, ingénieurs, paysagistes, etc. On est beaucoup plus fort ensemble. Et c'est ça qui est un petit peu magique avec l'international. Donc, pour moi, cette association est la seule association d'architectes qui existe dont le but est l'entraide. C'est très important. Alors pourquoi ? Parce qu'on est petit. Il y a quelques grosses agences qui existent en France, mais même les grosses agences sont des petites PME. Et quand on se compare à des Atkins, des Overup, etc., qui sont des milliers qui vont prospecter pour faire de l'architecture dans le monde, on est absolument microscopique. Alors pour compenser ça, l'AFEX a pour but de fabriquer une sorte de réseau d'entraide qui fait que quand un confrère a un projet en Inde, il m'appelle. Il appelle Madeleine dit appelle Brice, il appelle Brice lui dit écoute, en Inde, fais gaffe dans ce territoire-là, c'est compliqué, il y a un taux de corruption dans cet état-là qui est dangereux, il faut pas que tu y ailles, ou si tu y vas, fais très attention à ça, il fait gaffe à tes assurances là-dessus, ça peut te coûter très cher, fais attention à ton taux d'honoraire. Bien sûr. Il existe des partenaires, ingénierie, voilà, donc tout ça qui permet de raccourcir. Un vrai écosystème qui permet d'aider et d'accompagner chacun. Qui est une énorme opportunité dont on a profité et dont on fait profiter nos confrères. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous avec cette particularité. Donc, Monsieur Pagani, architecte chez l'atelier Tsuyoshi Tain Architects, c'est que, bon, d'emblée comme ça, en plus, on va vous entendre un petit peu, on va comprendre que vous n'êtes pas français, mais vous êtes une agence internationale basée en France. Et c'est ça qui est assez intéressant. Peut-être commencer par vous présenter et présenter en quelques mots votre philosophie. Oui, tout à fait. C'est Tsuyoshi Tane Architects, atelier Tsuyoshi Tane Architects. On est effectivement basé à Paris. On est une agence d'une vingtaine d'architectes, designers et créateurs et créatrices tout à fait internationales. On a quelques Français qui travaillent avec nous, mais sinon, effectivement, la majorité, on vient de l'Italie, du coup, du Japon, l'Amérique. On a travaillé avec l'Inde, on a travaillé avec tous les pays du Nord d'Europe. On est un peu la génération Erasmus. Du coup, on considère d'un côté le global comme comme sûrement un terme très utile quand on parle de quelque chose qui se réfère à des règles communes, à un système du coup partagé, mais on est très attaché plutôt au mot international, dans le sens où on essaie toujours de créer une contamination entre des cultures qui sont déjà fortes, sont déjà très solides. Du coup, c'est pour ça que nous, on fait de notre être international un peu notre capacité aussi de se rapprocher à des projets à l'étranger pour effectivement... Alors, c'est étonnant. Alors, je pense qu'on est des nombreux Français dans la salle à se dire, mais pourquoi être basé en France à ce moment-là ? Parce que c'est pas le premier pays auquel on pense pour une agence internationale. C'est compétitif d'être en France finalement ? Parce que c'est. Sûrement, la France, ça nous a donné un peu le terrain commun pour nous rencontrer et pour nous exprimer. Du coup, je pense qu'une capacité de la France, c'est sûrement celle-là de donner les outils pour démontrer
la force créatrice. Du coup, je pense que la France, c'est vraiment, même maintenant, même plus, parce qu'effectivement, c'est un peu la capitale d'Europe, c'est un peu le lieu de la culture. Allez-y, hein, nous, on adore nous envoyer des fleurs, donc ça nous fait très plaisir. Bon, ben, Après, c'est une belle ville. En tant qu'Italien, ça Voilà. ça fait un peu... ouais, c'est difficile à dire. Ben, c'est ça, je suis assez étonnée. Mais non, mais en fait, c'est la réalité. Je suis content que notre quartier général, c'est à Paris. Et ça pourrait être pas dans un autre lieu qu'en France. Bon, bah voilà, après, effectivement, on a nourri beaucoup notre diversité et notre mixité culturelle en France. Et on a un peu élaboré là notre capacité de l'exporter à l'étranger. Mais on essaie toujours à l'étranger de réactiver un peu les mêmes systèmes qu'on a essayé d'activer chez nous. Ça veut dire, nous, on est un atelier, on est très attaché à la définition d'atelier qui vient d'ailleurs du français atelier, du coup chantier, un lieu où on travaille vraiment de manière physique avec la main. Nous, on essaie de faire ça chez nous, de se détacher un peu de l'écran, même si c'est pas tout à fait facile. Mais du coup de créer et de redécouvrir les spécificités de chacun de notre architectes et créateurs qui travaillent avec nous. Et on essaie de faire la même chose quand on exporte notre architecture. Ça veut dire découvrir dans chaque lieu des spécificités très très locaux et de savoir-faire qui du coup sont pour nous notre capacité, c'est surtout de la coordination de cette savoir-faire. Et cette capacité à coordonner, on l'a nourri en France, on l'a appris en France. On pense que vraiment la capacité française de coordonner, c'est une caractéristique très très précieuse et qui peut être. Non, on prend. Hein. Ouais, non, mais qui peut être effectivement toujours réactivé ailleurs. Bien sûr. Ouais. Et justement, vous voulez réagir Non, je voulais juste réagir 2 minutes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est la réputation, en tout cas l'image qu'on a à l'étranger. Corinne en a un petit peu dit au démarrage, dans tous les pays dans lesquels on a travaillé ou on a essayé de travailler, on s'aperçoit que quand on arrive de France, il y a une série d'a priori extrêmement positifs qui sont très étonnants quand nous-mêmes, Français, nous parlons de nous. Mais on est vu comme des très bons organisateurs, des très bons designers, mais sérieusement, oui, des très bons designers, une sorte de conception unique au monde de l'espace public, une sorte de théorisation et de matérialisation de la question du vivre ensemble. Mettez bien votre micro, sinon on ne vous entend pas bien. Une matérialisation du vivre ensemble. Donc tous ces arguments-là sont extrêmement positifs. Et je pense que tous les gens qui ont essayé de travailler à l'étranger, en fait, me le confirmeront. Alors, on allait parler des atouts tout à l'heure, mais... Jamais une porte se ferme. Ouais. Et c'est vrai que c'est autant sur des questions de design que sur des questions moins évidentes d'organisation, de capacité à faire du projet, une sorte de vision française, une sorte de méthode française. Mais en réalité, ce qui nous précède avant, c'est Paris. C'est la vision de la France et de Paris, du savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir-être, du luxe, etc. Et on vient faire appel à des architectes français pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est-à-dire des bonnes raisons qui sont liées à leur talent et leur capacité, mais aussi une image de la France qui est véhiculée, qui est tout de même extrêmement positive. Corinne. Oui, il y a certainement, et d'ailleurs l'Italie, c'est pas très loin non plus de cette pensée-là. Je pense qu'on fait partie des pays européens dans la structuration de notre pensée patrimoniale, qui donne au bâti, au cadre bâti, une vraie valeur symbolique et culturelle. C'est le cadre, en fait, c'est la matérialité du cadre qui traduit la culture. Ce qui n'est pas le cas dans des pays où c'est le geste, c'est l'art de faire, et c'est pas forcément la matérialité du cadre. Et effectivement, cette matérialité du cadre, c'est l'espace public, c'est la ville dans son ensemble, c'est l'organisation des quartiers, des lieux de vivre ensemble, de l'espace public, des immeubles. Et là, c'est vrai que pour nous, c'est complètement implicite.
chez beaucoup d'Européens, notamment la partie occidentale de l'Europe, c'est implicite. Mais sauf que c'est tout sauf évident. Et ça, je pense qu'aussi, cette manière, du coup, de respecter la culture, ça nous est assez spécifique, je pense. Alors, avant de revenir justement sur ces atouts, peut-être quels enseignements vous avez de votre pratique à l'international? Qu'est-ce que vous avez pu observer de votre expérience justement à l'export? Oui, du coup, surtout par rapport au Musée national estonien, par exemple, qui a gagné du coup, le Grand Prix AFEX dans le 2016 et après dans le 2021 avec le musée d'Hirosaki au nord du Japon, juste en bas de l'Hokkaido, dans une région qui s'appelle Aomori. On a eu des expériences très très formatives, bien sûr, mais on a surtout créé notre méthodologie, qui c'est une méthodologie, nous on appelle méthodologie en philosophie un peu, qu'on appelle archéologie du futur, qui s'est basée très basée sur la recherche. La recherche, un peu comme des archéologues, du coup, qui nous inspire, ça veut dire arriver dans un pays, mais commencer à rechercher des histoires, des mémoires de lieux. Et, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, ce côté très vision patrimoniale aussi exactement. Des ressources. On n'essaye pas d'imposer une architecture, mais on essaie de la découvrir. On n'essaye pas de l'inventer, mais on essaie plutôt de la révéler. Du coup, c'est vraiment une opération qui prend du temps, et je me connecte à ce que disait Brice avant, qui prend du temps, prend des ressources, prend des risques, parce que quand on commence une recherche, la recherche c'est authentique, on ne connaît pas les résultats, on ne sait pas si on arrivera à quelque chose. Même les archéologues, ils commencent à creuser et après on voit après qu'est-ce qu'on trouve. On peut trouver effectivement les morceaux pour reconnecter les autres dans un scénario qui prend forme. Du coup, on part pas avec des idées on n'est pas prêt à changer. Quoi, c'est vraiment, voilà, exactement. Quand on arrive, même avec un projet sur papier, on est tout à fait prêt pour le changer, le contaminer, le faire évoluer. Il faut avoir une certaine agilité aussi pour pouvoir s'adapter encore plus. Et cette agilité, vous l'avez par ce flux dynamique entre chacun. On essaye, oui. Alors, Madeleine, peut-être revenir aussi, parce qu'on voit des expériences plutôt réussies, mais on voit aussi qu'il y a quand même certaines difficultés. Quels sont les freins aujourd'hui encore, notamment, on l'a vu, il faut... Alors, je reprends une pub, elle n'est peut-être pas très belle, mais avoir les reins solides quand même. Il faut être en ressources, en énergie, en temps. Quels sont encore les freins et quelles solutions on peut voir en face? Moi, je dirais que il y a beaucoup de freins. Il y a des freins qui commencent dès l'enseignement, puisque il nous semble, et tout le monde le sait, je pense que le ministère de la Culture le sait aussi, que la part de l'international dans l'enseignement de l'architecture est considérablement trop faible. D'autre part, il y a toute cette dimension économique qui fait défaut et qui est totalement indispensable pour pouvoir aller sainement à l'international. Mais ça, je pense aussi, notre ministère en est conscient. Ils vont faire ce qu'il faut, je pense, pour essayer d'infléchir les choses dans ce sens-là, parce que c'est capital. Après, il y a la question de la taille des agences. C'est un petit peu compliqué. Les agences sont très petites en France. Mais ceci étant, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça ne ferme la porte de l'international à personne, parce qu'une des clés, c'est sans doute le rassemblement et la capacité d'aller ensemble à plusieurs sur des projets. Pourquoi, quand moi je vais dans les écoles d'architecture pour parler de l'international, je dis toujours que il est si essentiel de s'associer et de ne pas rester tout seul dans son coin sur sa table à dessin ou sur son ordinateur Valentino. D'autre part, la question fondamentale, c'est la question de l'organisation des agences. On est donc dans un marché compétitif dans lequel on est en compétition avec des agences qui ont une autre organisation que celle des agences françaises. Par exemple, nos confrères allemands
nos confrères britanniques, sont organisés avec une offre globale Ouais. qu'ils offrent à leurs clients, qui part de l'architecture et qui englobe aussi l'ingénierie, le paysage, etc. Enfin, une offre complète. Alors là, on va dire que les Français savent faire puisqu'ils sont un petit peu des ensembliers et que les architectes se considèrent comme des chefs d'orchestre, comme des meneurs d'équipe qui sont dans les faits. Et ça peut se reproduire aussi à l'international. Ça n'est pas évident. C'est pour ça que dans l'AFEX, encore, je vous disais qu'on avait toutes ces capacités qui peuvent se marier sur des projets. Ensuite, la difficulté majeure, c'est celle de l'accès à l'information. L'information sur les compétitions internationales, sur l'état des marchés. C'est pour ça que nous, on essaie de travailler le plus près possible de Business France et de toutes les sources qui pourraient nous faire accéder à cette information sur les marchés, sur les appels d'offres, sur la manière de se positionner sur des marchés suffisamment tôt pour pouvoir y prendre place. Puis il y a des fonctionnements qui sont quand même extrêmement différents. Il y a des selon les pays. Selon les pays, voilà. Alors, parce que nous, on voilà. a nos marchés publics, c'est très réglementé, etc. Mais j'imagine qu'à l'international, ça vous fait réagir. Non, je voulais le dire en préambule et puis j'ai oublié. Parce qu'en fait, on parle de l'export, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est que chaque pays, chaque continent a sa spécificité. Donc, en fait, mettre tout dans une même case, l'export n'a pas beaucoup de sens. Même l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, mais en fait, l'Afrique, c'est une quarantaine de pays qui ont tous, en fait, des règles différentes, etc. Et ce qui est vrai, c'est que il faut avoir, et ça, c'est notre force de petites entreprises en France, il faut avoir l'agilité de s'organiser de la bonne manière en fonction des pays dans lesquels on veut aller. Et il y a plein de manières de le faire. On peut être embarqué par une entreprise, on peut s'associer avec un bureau d'études, on peut aller travailler avec un paysagiste, et en fait, et ça va dépendre de la culture du pays qui nous accueille. Bien évidemment, il y a toujours aussi le mariage avec le partenaire local, généralement l'architecte, qui a un mariage qui est absolument indispensable et qui permet... C'est obligatoire légalement, oui. Oui. Dans presque tous les pays hors Europe. Hélas, finalement pas dans beaucoup de... C'est-à-dire, il y a pas mal de pays qui sont dérégulés par rapport à ça, mais c'est culturellement indispensable en fait de marier les pratiques pour pouvoir travailler intelligemment dans ce pays. D'où l'importance d'avoir des contacts sur place, d'où l'importance de tout le réseau que vous pouvez mettre en place du coup. Et ça, on peut le voir qu'une boîte de notre taille, une cinquantaine de personnes, donc petite PME, comme ça, en fait, c'est très facile de nouer un partenariat local. Une grosse entreprise de 3000 personnes, nouer un partenariat local, tout d'un coup, c'est le CODIR, le COMEX, le machin, le truc, etc. Et ça finalement, c'est un atout, quoi. Donc, il faut le voir comme un appui, une capacité de nous adapter en fait, à la diversité des situations qu'on rencontre à l'international. Et ça, j'y crois vraiment réellement. Vous vouliez rajouter quelque chose, madame ? Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Brice. Et c'est pour ça que ces associations dont je parlais sont très bienvenues. Et c'est vrai que c'est un atout, cette agilité, mais que ça n'empêche qu'il faut quand même y aller avec méthode. Et justement, agile avec méthode, ça pourrait être un slogan. Corinne, peut-être sur ces freins également à lever et quelles solutions vous mettez en face. On en a parlé un petit peu de formation, mais pas que. Alors, oui, je pense que moi qui ai un anglais pitoyable, voilà, c'est comme ça, je me rends compte à quel point c'est indispensable d'avoir une très bonne maîtrise des langues. À l'oral, c'est évident, mais aussi à l'écrit, parce qu'un contrat, c'est écrit. Et si on ne connaît pas les subtilités, finalement, dans la rédaction d'une langue étrangère, on peut quand même avoir des surprises notoires. Alors ça, on voit effectivement que ça s'améliore. Pour mémoire, l'an dernier, on a aidé en mobilité 5000 étudiants des écoles d'architecture. Sur 20 000, c'est quand même pas si mal, quoi. Donc, le réseau européen fonctionne bien. On parlait des générations Erasmus. C'est vrai qu'on a cette force-là aussi. Hein. Ça fait partie des actions internationales. Il y a aussi des liens entre écoles qui sont quelquefois juste issus d'affinités personnelles et qui se développent et qui s'ancrent dans le temps. Donc ça, je pense que c'est fondamental.
là, je dirais que la deuxième chose qui me paraît importante, c'est de savoir qui on est et donc de savoir quand même quelles sont ses compétences propres, c'est quoi nos forces, en fait, de savoir quelle est notre force et d'aller regarder ce que qui notre force intéresse. Parce que c'est pas parce qu'on a envie de vendre quelque chose que celui d'en face, il va vouloir l'acheter. Et puis vendre un truc parce que ça nous intéresse alors qu'on ne sait pas super bien le faire, c'est quand même très très dangereux. Donc ça, je pense que c'est aussi un point important. Le troisième point, mais vous l'avez évoqué tous, c'est de respecter l'autre culture, c'est-à-dire de savoir qu'on arrive avec sa culture et qu'on va s'inscrire dans une autre culture. Et donc, alors, bon, moi j'ai une culture patrimoniale et à l'export j'ai travaillé sur l'aménagement et du projet urbain, donc c'est encore plus important. Mais on s'inscrit dans une culture, donc il faut savoir observer, regarder et voir finalement ce qui fait la force de cette culture pour l'utiliser en faisant un élément du projet. C'est ce que vous disiez. Et du coup, ça nous enrichit incroyablement. Là, vraiment, c'est absolument fabuleux. Puis après, c'est ce que vous avez dit. On n'y va pas tout seul, on arrive à se structurer. Alors, on a quelques freins d'organisation qui sont liés notamment à la loi en fait française et à la profession réglementée qui crée quelques limites, mais qui existent aussi dans d'autres pays. Après, il y a des modèles qui existent, des modèles d'organisation qui existent et qui permettent d'aller à l'export. Il faut juste connaître ces modèles et ceux qui ont envie de les utiliser, les utilisent. Et il y a quelque chose aussi, je pense, qui est une spécificité et qu'on peut-être on ne valorise pas assez, c'est comment on prépare une maîtrise d'ouvrage en France. Là, on a des réseaux qui sont présents, avec notamment les conseils en architecture, urbanisme, environnement, avec les maisons de l'architecture aussi, qui sont des outils qui vont préparer à l'arrivée d'un programme. Préparer les esprits, préparer la commande. Et ça, c'est vraiment important et c'est aussi une autre manière d'exporter que de se positionner, si on est moins costaud pour exporter de l'architecture, que de se positionner sur la préparation de la commande qui permet derrière de faire une bonne commande. Et ça, si on a une équipe française qui est dans la préparation de la commande, c'est plus facile derrière d'exporter pour des Français parce que ça a été conçu dans un esprit qui mêle les cultures, dont la culture française. Et d'ailleurs, l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, c'est sans doute une des premières missions de l'architecte à l'export. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où la maîtrise d'ouvrage n'a pas une grande maturité et qu'il y a toutes les envies, parce que c'est extrêmement important d'aider à finaliser les programmes, etc., et de trouver vraiment la voie de la maîtrise d'ouvrage pour les aider à accoucher de leur propre commande. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Et d'ailleurs, moi, je dirais que du coup, notre force, je ne l'aurais pas forcément perçue sur l'organisation, mais c'est peut-être parce que je suis moi-même très désorganisée, mais c'est plutôt sur la méthode. C'est-à-dire que comme il y a eu, avec l'élaboration notamment de la loi MOP, une vraie réflexion méthodologique sur les étapes du projet et sur les rôles qu'on est en train de réactualiser, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a caractérisés. On a écrit les choses. Sur les questions d'organisation et de méthode, une des preuves, c'est je suis sollicité chaque année à l'ENA sur la partie formation continue internationale. Il y a les décideurs du monde entier qui viennent comprendre comment nos structures publiques et privées sont organisées sur la manière de fabriquer la ville. Ah oui. La question de la ZAC, des EPA, des OIN, toutes ces choses-là qui sont des PLU, des PLUI, des SCOT, etc. Enfin, toute cette organisation qui fabrique notre métier réglementaire, des TU, des normes, des ATEX, toutes ces choses-là.
il y a des gens du monde entier qui viennent observer comment c'est fait pour essayer de le réinterpréter et les ramener dans leur pays. Donc ça, c'est sur les questions Attention à votre micro, sinon on vous entend plus. sur les questions des méthodes de méthodes d'organisation. Donc non, je pense qu'on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir, finalement, on a plein d'atouts, mais... Et sur la question de la maîtrise d'ouvrage, ce qu'on constate, et là c'est un atout aussi, des choses qu'on apprend assez bien, c'est que très fréquemment, nous n'avons pas de programme ou quasiment pas de programme quand nous travaillons à l'étranger. C'est que cette culture de la programmation, le métier de programmiste, c'est un truc qui existe en France, qui existe très peu dans les autres pays du monde, puisque généralement, l'architecte, et ça c'est quelque chose que je ne vois pas comme un défaut, l'architecte bâtit le programme avec le maître d'ouvrage, et qui est quelque chose d'extrêmement positif. Je ne l'ai pas eu, c'est là, mais c'est quelque chose qui nous fait énormément de plaisir, énormément de bien quand on travaille à l'étranger, c'est d'avoir l'opportunité de fabriquer le besoin de nos clients au fur et à mesure qu'on travaille. Ça fait aussi partie du métier d'architecte, cet accompagnement qu'on a tendance à perdre un petit peu en France, où on a notre pavé de 450 pages, où on a les surfaces de locaux à respecter. Ouais. Justement, je voulais vous entendre aussi un petit peu, Monsieur Pagani, avec votre œil international. Vous êtes un étranger, donc du coup, quel est l'œil justement que vous avez sur l'architecture française? Quels atouts elle peut mettre en avant à l'export? Quelle est l'image que vous avez de notre architecture? Oui, je dirais surtout la capacité d'être un peu danseur, dans le sens où il faut... C'est joli. Il faut séduire, mais il faut aussi se protéger. Il faut essayer d'attirer les clients, mais du coup, il faut aussi avoir effectivement des projets qui peuvent garantir une solidité pour se prendre des risques. Ça, c'est un peu une capacité à élaborer, faire des plans très précis de combien on est disponible à risquer, combien on est disponible à remettre sur les plateaux pour partir à l'étranger, voilà. Et du coup, oui, avoir cette flexibilité, cette capacité à sauter un peu entre du coup la France et l'étranger et la capacité à revenir quand les projets ne peuvent pas aboutir. Mais sinon, continuer à essayer. Et rester authentique dans la façon de travailler. Parce que ce n'est pas la copie de la copie du coup qui va vraiment être choisie. Mais c'est l'authenticité du travail qu'on fait en atelier ou dans les agences qui après va être reconnue. Madeleine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire qu'on a parlé d'oser. Il faut oser aller à l'international parce que ça apporte énormément. C'est une prise de risque, mais le risque, ça fait partie de la vie. Les architectes, c'est aussi leur métier que d'apprendre à prendre des risques et de les calculer. Mais c'est aussi bien de le faire quand on est adossé à des méthodes et à des éléments pour s'organiser. Je donne un exemple. À l'AFEX, on a eu beaucoup de groupes de travail extrêmement utiles qui ont été synthétisés dans une collection d'édition. Et celui, sans doute, des collections pays, ça s'est appelé Construire en Chine parce que tout le monde voulait aller en Chine et nous, on pensait que c'était bien que les architectes y aillent. Mais qu'en même temps, ils calculent leurs risques parce qu'on a vu des agences importantes se planter complètement en Chine à force de faire des choses gratuitement. Donc c'est comme ça qu'on a commencé notre premier bouquin, Construire en Chine. Après, on a fait Construire au Moyen-Orient, où des choses se développaient, où il y avait des pays limitrophes qui avaient des influences sur la manière de concevoir les projets, sur les organisations juridiques, etc. Donc on a regardé ça. On a fait ensuite Construire pour un développement durable, parce que c'était la mode et que ça commençait à monter. Et on a fait un guide dont je suis très fière, je crois que c'est celui que je préfère, qui s'appelle « Contrat export, négocier et bâtir en 10 points ». C'est-à-dire une méthodologie contractuelle, parce qu'un contrat type, ça ne peut pas exister pour tous les pays du monde, bien sûr. Alors, il y a des contrats anglais, type contrat RIBA, qui sont efficaces et que la plupart des architectes utilisent, mais il y a quand même une méthode de négociation qui est très importante, et ça marche pour tous les pays du monde. Et on l'a fait avec également un glossaire en anglais, avec les termes juridiques. Et je vous donne la méthode, parce que la méthode, c'est très important. Ce qu'on a considéré, c'est d'abord, le sujet qu'on traite, de quoi on parle.
Ensuite, quel est l'objectif souhaitable? Ensuite, quelle est la limite acceptable en dessous de laquelle, contractuellement, il ne faut pas descendre sous peine de mettre le projet en risque et se mettre soi-même en risque, parce qu'on a considéré que c'est l'architecte qui défend la qualité du projet. Donc le risque, il est pour le projet et pour l'architecte de manière très liée. Et ensuite, une rédaction de clauses en français et sa traduction en anglais. Ça, c'est un guide précieux qui marche pour l'international, ça marche aussi pour la France. Et avec nos amis de la MAF, on a l'idée de le remettre à jour parce que les choses changent. Il y a aussi des annexes avec le type de contrat d'association, le type d'assurance qu'il faut contracter à l'export. Enfin, voilà. Donc cet environnement-là, pour nous, il est complètement essentiel.